C'était un intérêt pour nous de protection par rapport aux volailles de planter des arbres. Et encore une fois, travailler sous des arbres et travailler en plein soleil, ben, je ne vous dis pas, les témoins plein soleil. Est-ce que les arbres ou pas jouent sur la fertilité des sols? Et là, et d'un coup, il y a le déclic de l'arbre, quoi. Remettre l'arbre un peu à sa place. Ouais, on a planté, réimplanté, replanté. C'est vrai que ça a un effet positif, pas que pour le vigneron, voilà, pour aussi un territoire. Planter des arbres autour des cultures, est-ce une mode passagère ou un retour à une agriculture à l'ancienne? En Occitanie, de nombreux agriculteurs investissent dans des plantations d'arbres. Des viticulteurs, des éleveurs, des maraîchers, des céréaliers. Parfois, ces arbres produisent des fruits, mais pas toujours. Alors quel intérêt? Nous sommes allés à leur rencontre. Nous sommes dans l'Aude. David Ferras plante des arbres sur sa ferme d'élevage de volailles. Donc nous on est essentiellement en circuit court et en vente directe. Donc forcément on travaille sur une qualité aussi. Le frêne, c'est un arbre exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un arbre qui a une croissance très rapide. Il a une ressource fourragère pour les volailles qui est hors norme. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus d'herbe, les volailles mangent les feuilles de frêne. C'est extraordinaire. Après, c'est un arbre qui est extrêmement résistant au vent. Ici, on a 300 jours de vent par an. On a besoin d'avoir des arbres qui soient avec une certaine souplesse, quoi, pour pas qu'ils cassent, tout ça, etc. Donc, c'est un arbre hyper adapté. Aussi le frêne, c'était pas mal. Aussi, ça leur fait un perchoir pour qu'ils soient dessus. La troisième chose, c'est que ça crée des protections. Donc ça crée des protections sur les intempéries. Donc c'est-à-dire les grosses chaleurs ou quoi, on peut se rendre compte que là il fait super bon, il fait super frais. Ici, quand on est là sous les arbres, il peut faire 35 degrés. Personne ne souffre de la chaleur. En même temps, c'est des protections contre le vent, comme je disais, parce qu'on a 300 jours de vent par an. Ils sont comme nous, hein. C'est-à-dire que nous, quand il y a du vent, eh bien, on aime bien être à l'abri d'un bâtiment, à l'abri d'un arbre. Et ensuite, ça protège aussi de la faune. Donc, essentiellement, des attaques aériennes qu'on peut subir. Ces oiseaux-là, ils chassent en piqué, et là, ils ne peuvent pas descendre en piqué. Donc, sur ces parcours comme ici, on a 0 attaque aérienne. Voilà, quoi. Donc ça, c'est formidable, quoi. Mais ça préserve aussi des zones d'humidité, quand même, quoi. Donc ça devient intéressant aussi à ce niveau-là, quoi. Toute une colonie d'insectes qui viennent s'abriter aussi. Une vermine au sol, hein, donc que ce soit du ver de terre, des petits insectes, tout ça, etc. Il y a les petits insectes volants aussi, comme les abeilles, les guêpes, frelons, tout ça, etc. Donc c'est hyper riche, hein, c'est hyper riche, quoi. Sur 4 hectares et demi de parcours, on en est à peu près à 500-600 arbres plantés. Donc essentiellement des fruitiers, parce qu'on s'est dit à y être, à planter des arbres, autant que ce soit des arbres qui puissent nous rapporter quelque chose, pas financièrement, mais au moins à manger. Après, l'intérêt aussi des fruitiers, c'est que lorsqu'il y a des fruits qui tombent au sol, ça ramène de la vermine, ça ramène de la matière organique, ça ramène du sucre aussi pour les volailles, elles aiment bien, elles trouvent aussi leur compte en venant picorer les fruits qui tombent au sol. Après, ça part du coq à l'âne, hein, c'est-à-dire qu'on passe du noisetier en passant par le figuier. On a toutes les variétés, des amandiers, des cerisiers, des pommes, des poires, des pêches, hein, des abricots. Alors évidemment, ce n'est pas notre activité première, donc voilà, on n'est pas sur des super productions. Mais en tout cas, ce sont des arbres qui se portent bien, qui nous apportent en tout cas la protection qu'on a besoin. Ah oui, aussi des oliviers. Et s'il y a des fruits, c'est un petit plus pour nous. Alors, pour mon carnet de notes,
Dans le Tarn, Samuel Paulin a repris la ferme de son père. Des arbres qui sont plus adaptés que d'autres, il y a des essences qui vont mieux. Et donc on a été amené aussi à devoir replanter certains arbres en fait, qui, simplement dû à la sécheresse, n'ont pas tenu le coup. Il a fallu en replanter. Et quand on les entretient, en fait, chaque année, on fait aussi le tour pour vérifier que tout aille bien. Mon père fait une formation dans une pépinière et en fait revient sur la ferme et là, d'un coup, il y a le déclic de l'arbre, quoi. Remettre l'arbre un peu à sa place parce que c'est pareil, ici les animaux, quand vous avez des animaux en bâtiment, vous ne vous posez pas la question, mais quand vous commencez à sortir vos animaux ils sont dehors. Quand ils sont dehors, ils cherchent l'ombre et quand vous n'avez plus d'arbres, vous n'avez pas d'ombre. Donc d'un coup, vous vous dites mais où vont les bêtes en fait? Il n'y a plus le bocage qui était historiquement où une journée chaude de juillet, les vaches elles vont à l'ombre d'un arbre, c'est facile quoi. Il suffit d'observer un peu celles qui sont dehors. Si vous avez un endroit au frais, les animaux ils vont au frais quoi. Donc là, on est dans les années fin 80-90 et là, il y a le début de mise en place des haies. Donc il y a la plantation des haies au pourtour des champs. Donc voilà, qui sont des haies, pareil, c'est des haies qui hébergent de la biodiversité, qui hébergent la faune et flore locale en fait, tout simplement. Vous allez avoir encore une fois les hérissons, vous allez voir les buses, vous allez croiser des serpents, vous allez croiser un peu de tout qui vit, des coccinelles, même tout ce qui est mellifère, vous allez aussi le trouver dans les haies. Ces haies, elles servent aussi à délimiter un champ. C'est-à-dire qu'une vache, il y a deux moyens de la garder dans un champ. Soit vous mettez ce qu'on appelle une ligne électrifiée qui l'empêche de sortir. Si vous avez naturellement une haie qui ferme un champ, déjà, c'est beaucoup plus facile. Il y a eu, il y a ce côté brise-vent en fait, qui a été mis en avant. Effectivement, le brise-vent. L'idée, c'est que vous faites un endroit vivable et intéressant pour pouvoir faire vivre des animaux, tout simplement, hein, pour à l'époque faire vivre le bétail. Et donc, effectivement, il y a eu cette question. Il y a plusieurs niveaux de plantation, en fait, des arbustes aux arbres plus hauts, et donc ça permet de couvrir plusieurs hauteurs. On cultive de plus en plus des terrains en pente, donc dans des dévers. Et donc en fait la haie, ça a un intérêt dans les talus notamment d'enraciner, de garder un talus, une structure au talus en fait. Tout le système racinaire et tout le fonctionnement permet de structurer un espace et permet d'éviter des ravinements, des ruissellements. Il y a eu un deuxième objectif qui était le côté, le côté biodiversité aussi, c'est-à-dire que vous mettez des essences diverses. Sur une même ligne, vous ne plantez pas tous les mêmes arbres, vous mettez différents types d'arbres au fur et à mesure. Il y a aussi un côté agronomique dans le sens où un arbre, lui, va chercher les minéraux en profondeur. Il remonte ces minéraux par sa souche, son tronc. Ces minéraux vont dans les feuilles tombent par terre et quand ces feuilles se décomposent, elles rendent disponibles des nutriments qui sinon ne seraient pas disponibles pour les plantes de surface en fait. Bon après ça reste epsilon dans le sens où les arbres sont sur une rangée, elles ne rendent pas disponibles pour tout le champ, mais c'est quand même un apport de biodiversité et de nourriture pour le champ. Et après il y a un aspect économique. Ces arbres ils sont taillés, entretenus pour faire des bois de menuiserie, du bois d'œuvre on appelle ça. Donc c'est un peu comme, c'est de la capitalisation. C'est-à-dire vous plantez un arbre, il est en plein champ, donc il a de la place pour grandir, il peut pousser droit, vous l'avez à l'œil, donc vous allez pouvoir le tailler, l'entretenir pour faire un arbre droit. Et l'idée c'est qu'un jour peut-être ces bois serviront à faire du bois d'œuvre. Dans une céréale, un arbre c'est moins avantageux, faut pas se leurrer. C'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment les avantages sur la céréale, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le reste qui est important. Je vous dis, c'est le coup d'œil des arbres, c'est les animaux que vous allez pouvoir, encore une fois la faune et la flore que vous allez aider, c'est ce côté un jour que vous aurez du bois d'œuvre, c'est tout ce qui va autour en fait, tout ce qui est… et même une prairie, aujourd'hui il y a la céréale, demain elle repart en prairie permanente, on peut y remettre des animaux aussi. Les arbres auront grandi d'ici là et ça reste disponible pour les animaux. Un arbre, c'est jamais perdu, il n'est jamais trop tard et une fois qu'il y est et il faut l'entretenir quoi. Simplement. Hein. Et bon voilà, lui il pousse, ça fait de la matière aussi. Lui il stocke du carbone tout simplement. Hein. Vous avez le principe d'un arbre, c'est qu'il stocke du carbone hein, tout simplement. Okay. Il transforme le CO2, il garde le carbone et il redonne de l'oxygène. Dans les Corbières, Sébastien et Benoît d'Anjou cultivent la vigne.
Ouais, on a planté, réimplanté, replanté. C'est vrai que dans les années 50, il y a eu beaucoup de remaniements au niveau des parcelles. Ici, historiquement, c'était des petites parcelles en général d'un demi-hectare, très rarement d'un hectare. Nous, ce qu'on recherche à travers les arbres et les haies, c'est de créer des ceintures de protection qui servent à tempérer un peu les cultures qui sont mises en place. C'est-à-dire, ce sont des couvertures, en fait, des genres de couvertures qui peuvent filtrer le vent, qui peuvent amener une faune, une flore, un écosystème. Voilà. Et du coup, de créer des écosystèmes, justement, ça va aussi créer d'autres équilibres. Clairement, d'autres équilibres. Il y a un retour d'expérience déjà esthétique. Honnêtement, nous, on est très heureux que les habitants du village viennent prendre des photos des parcelles, des champs, viennent balader leurs animaux de compagnie, viennent se promener et disent voilà, on arrive à évoluer, à se balader dans des endroits qui sont agréables. Voilà. Bon, les arbres, on a un climat méditerranéen, tout pousse plus lentement. On ne les plante pas forcément pour en profiter. C'est aussi pour les générations d'après. C'est important aussi d'avoir une réflexion là-dessus, de dire bon, mais soit on continue comme ça, soit on essaye de chercher des solutions, des choses pour tamponner cette climatologie. Alors nous, on s'est quand même aperçu qu'il y avait quand même un effet assez rapide, clairement. Au niveau des écosystèmes, il y a quand même des effets qui sont assez rapides. Ouais. Mais je pense qu'on le fait pour ce changement. Je ne pense pas qu'on aille vers un climat plus froid dans les années à venir. Et donc du coup, voilà, on a un rapport avec le temps qui est un rapport avec le temps long, pas avec un rapport avec le temps court. Okay. Et l'arbre fait partie de ce rapport avec notre temps. Voilà. D'accord. On a et tous, donc la présence de l'AFAC, donc l'Association française des amis des arbres et des haies champêtres, c'est ça? D'agroforesterie. Vous, c'est un partenariat depuis longtemps ou Non, on a Pablo qui est là. Ouais. Nous, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, sur un salon, donc autour d'un verre de vin. Et on a appris, moi j'ai appris en tout cas qu'il y avait des plantations qui se faisaient déjà beaucoup, avec déjà des retours d'expérience. Nous, on est en tout cas, Paysage 66 est une jeune structure, donc on a besoin aussi de ce retour d'expérience d'agriculteurs qui ont planté depuis longtemps, dans des contextes très variés, parce que les périmontages ont des contextes extrêmement variés, qui ont tenté des choses, et on va pouvoir, nous, se nourrir de ce qu'ils ont fait, et j'espère qu'ils vont pouvoir se nourrir de ce que nous, on a tenté dans d'autres contextes. Clairement, inversement, c'est un dialogue constructif, on se nourrit l'un l'autre, parce que, encore une fois, nous on est à l'action, à planter, à se poser des questions, mais avec un appui technique, avec une discussion, on arrive aussi à, mine de rien, gagner du temps. On discutait tout à l'heure des variétés. Dans mes notes personnelles, et ensuite, vous avez racheté d'autres... Finalement, on a racheté assez peu parce que le domaine, était déjà important. C'est important, mais on n'est pas des adeptes de la décroissance, mais on a préféré faire moins et essayer de le faire mieux. Voilà, parce qu'en fait, la région, c'est quand même un échelon et une administration pas éloignée en termes de projets, mais pour nous, il nous fallait des relais locaux pour pas aller subventionner opération par opération, ce qui est quand même du temps, de l'instruction, enfin c'est trop lourd, donc on a des programmes d'action partagés avec bien sûr une évaluation, un bilan. Ça fait longtemps que la relation existe, donc ça nous permet aussi de parfois répondre à des demandes de la région ou la région répondra à des demandes qui viennent de nos structures. Alors dans les méandres, qui sont assez simples au demeurant, là cette action s'inscrit vraiment dans la stratégie régionale biodiversité, donc c'est une stratégie qui a été coproduite avec tous les
les acteurs, les parties prenantes de la connaissance à la protection de la biodiversité. Et donc, on a des dispositifs d'accompagnement en fonction d'actions qui sont priorisées, y associer bien sûr des moyens financiers. On essaie quand même d'être à l'écoute et de pouvoir accompagner comme on l'a fait là sur à la fois la couverture de la région et puis ensuite l'accompagnement en termes de financement des plans, de l'expertise, du temps. Voilà. Dans le Gard, Denis et sa femme sont maraîchers. Je suis installé ici à Roumassous depuis 2010, donc ça fait 13 ans maintenant, avec mon épouse Virginie. Et on est en maraîchage en agroforesterie. Donc on fait pousser des légumes sous les arbres. Voilà. Et avec le moins d'intrants possible. Donc on travaille avec très peu d'eau, très peu de fertilisation et avec du paillage naturel. Mais il y a aussi les feuilles qui tombent chaque année. Mine de rien, ça nous fait un apport de matière organique qui est assez conséquent. On va dire pour un arbre moyen par ici, c'est entre 200 et 250 kg par an de matière organique, entre les feuilles et les racines qui se décomposent chaque année évidemment. Et après nous, quand on fait de l'élagage ou de l'abattage, on broie toutes les petites branches à un diamètre inférieur à 7 cm et on fait du broyat avec du bois raméal fragmenté qu'on appelle. Et on fait des paillages avec ce broyat. Alors c'est un broyat qui est fait frais, donc qui est riche en sucre. Et quand il fait très chaud, travailler avec de l'ombre, c'est un peu royal, j'ai envie de dire. C'est quand même pas mal. Et si nous on est bien sous les arbres, imaginez que les plantes elles sont bien aussi, quoi. Et peut-être pour préciser quand même, le fait de travailler sous les arbres aussi, ça amène de la fertilité, comme on en a parlé tout à l'heure, mais aussi des oiseaux qui font leur nid dans les arbres, qui vont venir grignoter les petites chenilles, les petits vers qui sont dans les plantes, des insectes, donc beaucoup d'auxiliaires, des insectes tels les cirpes qui mangent les pucerons et qui sont là avant que les pucerons soient dans les champs, vu qu'ils nichent dans les arbres. Donc c'est tout cet écosystème. De toute façon, un écosystème, il faut que ce soit complexe. À partir du moment où on simplifie, où on fait des agricultures qui sont simplifiées avec des hectares de monoculture, s'il y a un problème dans cette parcelle-là, ça part comme une traînée de poudre et si la seule solution, c'est le traitement. Alors qu'ici, c'est zéro traitement. On n'utilise aucun pesticide, quel qu'il soit, autorisé en bio ou pas. Aucun. Il faut savoir que en maraîchage, comme en céréales, comme en vigne, comme en tout, on subit la grêle, le gel, les fortes pluies, les coups de vent, les inondations. Et quand une inondation arrive, on perd tout. Voilà. Donc l'arbre compense un peu, on va dire, le manque à gagner, les petits aléas, les gelées tardives. Et l'autre avantage, c'est que l'arbre aussi, c'est un mode de revenu, puisque l'arbre, on peut prélever un arbre de temps en temps. Ça permet de faire du bois d'œuvre, alors du bois d'ébénisterie, pour faire des meubles, pour faire des charpentes, pour faire du parquet, voilà, vraiment du bois d'œuvre dans tous les sens du terme. On a des bois précieux, on a des bois de charpente, on a des bois blancs, on a un peu tout, quoi. Arbre Ratatouille. Donc Arbre Ratatouille, c'est une expérimentation qui est menée pendant 6 ans et on a fait une année de rallonge, donc 7 ans en tout, pour arriver à comparer une même culture. Donc là, en l'occurrence, il y avait de la tomate, de la salade et de la carotte, sous différentes modalités d'ombrage.
c'est-à-dire différents taux d'ensoleillement, si vous préférez. Voilà. Donc on en avait une qui était où les arbres fermaient, la canopée, elle était fermée à 70%, donc on avait 30% de lumière, simplement. Une autre modalité qui s'appelait émondé, où on avait 45% de lumière. Et une autre modalité qui s'appelait tétard, où là on avait 70% de lumière. Et un témoin plein soleil, où on avait 100% de lumière. Donc Arbre Ratatouille, c'était un projet de recherche participative en agroforesterie maraîchère. Ratatouille parce que voilà, plat emblématique du sud avec les légumes du sud, et arbre, les légumes cultivés sous les arbres tout simplement. Une des premières priorités qu'on s'est données, c'était vraiment d'étudier comment les arbres modifiaient l'ombrage et le microclimat des parcelles et comment se comportaient les légumes dans ces conditions-là, en termes de croissance, de développement, mais aussi en termes d'interaction biotique, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va être interaction entre les différents, la faune de ces parcelles-là. Et au bout de 3 ans d'expérimentation, donc où on a suivi dans nos différentes modalités déjà expliqué le comportement de ces légumes dans différentes conditions d'ombrage, on s'est dit qu'il manquait des questions encore prioritaires qu'on n'avait pas investiguées. Notamment la question de la gestion de la ressource en eau. C'est une question très préoccupante aujourd'hui dans le sud-est de la France pour les maraîchers, parce qu'on a de plus en plus de restrictions. Et aussi, une question qu'on n'avait pas investiguée, c'était la question de la fertilité des sols. Est-ce que les arbres ou pas jouent sur la fertilité des sols ? Et une dernière question qu'on a adressée dans le cadre du projet Arbre Ratatouille, et ce n'est pas une des moindres, c'est la viabilité de ce type de système ou la rentabilité de ce type de système en fait. Sur ce site-là, on a évalué les performances technico-économiques du système agroforestier, c'est-à-dire qu'on a suivi toutes les pratiques mises en œuvre sur les arbres ou les cultures et on a regardé si c'était performant économiquement ou pas. Et pour faire court, en fait, les légumes, alors quand il y a trop d'ombre, c'est préjudiciable aux légumes. Quand il y a trop de soleil, c'est préjudiciable aux légumes. Et quand il y a juste ce qu'il faut, tout le monde se sent bien. Donc les légumes vont bien, on a un bon rendement et on a beaucoup d'insectes, beaucoup de vie, donc tout va bien. Mais il ne faut pas qu'on soit trop dans un excès ou trop dans l'autre, ce qui est quelque part un peu logique. Et encore une fois, travailler sous des arbres et travailler en plein soleil, je ne vous dis pas, les témoins plein soleil, le pauvre il n'en pouvait plus, il y avait de l'herbe comme ça parce qu'on trouver le moyen d'aller désherber au bon moment en plein soleil, c'est un peu compliqué. Et finalement, on a quand même fait en sorte de travailler les parcelles de la même manière, hein. Mais c'était beaucoup plus laborieux en plein soleil. Alors qu'à l'ombre, en pleine ombre, là par exemple, c'était plus simple, on va dire. Voilà. Donc, dans le cadre de ma thèse, qui a été donc portée par Agrouf et par l'INRAE d'Avignon, on a pu travailler sur différents aspects de la biodiversité, mais en particulier de 2 groupes de prédateurs, on va dire d'amis des cultures, que sont les carabes, donc qui sont des coléoptères qui vivent au niveau du sol, qui sont des prédateurs en fait généralistes, qui s'attaquent à un petit peu tout type de proie, et les araignées. Donc l'agroforesterie, elle a aussi peut-être un rôle à jouer dans la conservation des espèces qu'on peut retrouver dans l'environnement, parce que ça leur propose du coup comme ça des habitats différents de ce qu'on pourrait trouver quand il n'y a pas d'arbre. Ça nous a permis de montrer que finalement l'arbre a vraiment un rôle à jouer aussi, en tout cas modifie la manière dont les différentes espèces peuvent circuler au sein des espaces agricoles. Voilà. Notre métier ne s'arrête pas au bout de la rangée de vignes qu'on a plantées ou que les ancêtres ont plantées. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que après, le métier de l'agriculture de demain, c'est vers là qu'il va. C'est vers là qu'il va, obligatoirement. On doit aller beaucoup plus loin que la fin de notre parcelle. Le premier des avantages d'associer des arbres aux cultures, c'est de créer un écosystème vivant. Et un écosystème vivant, c'est un écosystème où il y a toutes les espèces réunies, enfin en tout cas le maximum d'espèces qui sont réunies. On a du serpent, on a du crapaud, on a de la limace, on a des oiseaux, on a des papillons, on a des cirques, on a des petits insectes, des carabes, des insectes qui rampent au sol, des araignées sauteuses, des araignées qui tissent leur toile dans les arbres. On a tout ça. Si vous enlevez les arbres, vous n'avez plus tout ça.